Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à une thématique qui vous intéresse, sinon on n'aurait pas le plaisir d'être avec vous, qui est « Je veux créer mon entreprise ». Mais avant de vous dire qui on est, permettez-moi en tout cas de vous introduire comment on va fonctionner sur ce webinaire d'une heure. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble et pour ce webinaire, on va rappeler quelques consignes au démarrage. C'est simplement pour bien fonctionner ensemble. Donc, vous avez la possibilité, en effet, de poser des questions. Alors, mis à part vous souhaiter la bienvenue, bonjour, bonjour et merci. Hein. Mais comme je sais que vous et nous, on a un timing à respecter, donc on enchaîne tout de suite. Donc, pour poser les questions, vous voyez en bas de l'écran à droite que, bien sûr, il y a le chat. Donc, merci de vos bonjours. Et vous avez surtout un petit onglet qui s'appelle questions. Donc, au travers du webinaire pendant une heure, c'est surtout à cet endroit-là, s'il vous plaît, qu'il va falloir que vous posiez vos questions, là où il y a le beau point d'interrogation. Et si vous voyez… Je pense que Philippe a un petit souci au niveau de sa connexion. Donc, si vous voyez qu'on ne répond pas ou alors qu'il y a une question que vous voulez pousser, vous allez voir que dans l'onglet questions, eh bien, il y a juste à côté, à gauche, une petite flèche et vous pouvez pousser la question d'un autre participant. C'est-à-dire quelqu'un va poser une question qui vous intéresse. Vous allez pouvoir cliquer sur cette petite flèche et le participant pourra poser cette question. Donc, bonjour à tous. Je vois qu'on a des personnes qui viennent d'un petit peu partout. N'hésitez pas à nous dire un petit peu d'où vous venez aujourd'hui. Nous dire, voilà, je vois qu'il y a Linda qui vient de Martinique. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit peu d'où vous venez pour qu'on puisse un peu avoir un tour d'horizon puisqu'on intervient aujourd'hui sur toute la France. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle, elles se déroulent du lundi 9 octobre au vendredi 20 octobre. C'est un événement qui a lieu en digital, totalement digital, qui est gratuit, accessible à tous et qui est mis en place par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-RH Corse, Axis Martinique, donc les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et des indépendants qui organisent ces semaines de l'évolution professionnelle. Ah ben voilà, Philippe est revenu. Oui, mais Tant mieux. on s'est dit avec Marlène qu'on allait vous faire un petit coup du Vous faire problème des petites technique. blagues en fait, je vois Oui, qu'aujourd'hui. et on l'a bien fait, hein, et je crois qu'ils y ont tous eu. Oh, Voilà. la Je te roche. confirme, moi aussi j'y ai cru. Bon, en tout Euh, cas, j'ai vu que tu as continué à présenter. Donc là, concrètement, sur le slide que je vois, est-ce qu'on a pu indiquer tous ces éléments ou faut-il les reprendre là? Non, c'est bon, j'allais juste te dire qu'il y a un programme de 100 webinaires thématiques que vous pouvez retrouver sur le site des semaines de l'évolution professionnelle par lequel vous êtes peut-être passé pour vous inscrire. Et donc, n'hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire sur d'autres webinaires. Et puis, ce que je n'ai pas dit non plus, Philippe, c'est que ces webinaires, ils seront disponibles en replay dans le lundi 23 octobre, à partir du lundi 23 octobre, en fait, une fois que l'événement est terminé. Vous n'avez pas accès au support, mais vous aurez accès au replay. Ah, ils vont avoir la chance de nous avoir Alors, on ne s'est toujours pas présenté en fin de Non, compte. en Alors, fait, maintenant, j'attendais que tu mais, reviennes quand même, c'est un peu plus bah, poli. mais qui es-tu, Marlène, alors? Donc, moi, je suis Marlène Tillier, chargée de partenariat pour le groupement Évolution, qui est donc un opérateur du conseil en évolution professionnelle, et j'interviens en Île-de-France, donc avec Philippe. Philippe, tu peux nous dire deux mots sur tes fonctions? Deux mots, idem. Voilà. Donc, je fais exactement la même chose que Marlène. Donc, on est chargé de partenariat. Au-delà de la petite plaisanterie, vous allez voir que ce qu'on va développer avec vous vont être des informations pour dégrossir, pour en effet vous donner un premier niveau d'information. Nous ne sommes pas des fiscalistes, des avocats, mais vous allez voir ce qui va vous permettre néanmoins, grâce à ce qu'on va partager, vous faire gagner du temps, mais on ne pourra pas traiter des dimensions très techniques, fiscales, comptables, etc. Donc, veuillez nous en excuser par avance. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas, de rentrer trop dans le détail. Alors, je veux créer mon entreprise. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous chatouille du côté de la création d'entreprise. Donc, on va vous proposer de regarder différentes choses. D'abord, quelles sont les étapes, en effet, que ce soit pour de la création ou pour de la reprise d'entreprise, quelles sont les étapes à ne pas louper. Deuxième élément, c'est de voir comment peut s'inscrire le conseil en évolution professionnelle au travers de ce projet. Comment est-ce que le conseiller va pouvoir vous aider? Et puis, bien entendu, parmi différents dispositifs, il y en a un
qui est peut-être intéressant lorsqu'on est déjà en activité et qu'à un moment donné, on veut se lancer sur cette création d'entreprise, c'est le dispositif démissionnaire qui permettra de mettre en œuvre mon projet. Donc, on fera un zoom aussi sur ce dispositif. Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'articulation du projet, alors, Marlène? Oui, bien sûr. Donc, comme la première des choses à retenir, hein, c'est que comme une formation, une reconversion, eh bien, un projet de création d'entreprise, ça se prépare et ça prend du temps parce qu'il faut pouvoir avoir les bonnes méthodes pour concevoir ce projet, programmer son projet aussi dans le temps, hein, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. On va s'entourer aussi des bonnes personnes, des bons interlocuteurs, des bonnes structures qui peuvent nous accompagner pour la mise en place de ce projet. Mais il faut aussi penser à des pistes alternatives. Voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, vers quoi je peux me diriger, comment est-ce que je peux faire évoluer aussi mon projet en fonction de ce que je vais mettre en place progressivement, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de plein de d'interactions, hein, qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Et puis, parfois, on peut aussi devoir se former par rapport à son projet, soit se former sur un métier, se former sur une compétence de trésorerie, de Excel, peu importe. Mais parfois, on peut avoir besoin de se former par rapport à la mise en place de ce projet. Donc, toutes ces étapes, hein, elles sont nécessaires et ça vous permet de prendre le temps pour mettre les choses en place tranquillement. Parce qu'un projet bien préparé, eh bien, souvent, il est pérenne. Donc, ce sont des étapes capitales et qu'il ne faut pas négliger, même si ça peut paraître long, on peut se dire: «Oh là là, j'ai l'impression que je perds un peu du temps et cetera». Non, pas du tout, c'est du temps qui va être gagné sur la suite, en fait. Philippe, je te laisse la parole pour les différentes étapes d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, parce qu'on parle de création, mais ça peut être une reprise. Tout à fait. Donc, il y a des étapes clés. Ces étapes clés, c'est quelque part des étapes qui, en effet, il ne faut pas louper. La première étape, c'est de vérifier, en effet, que globalement, ce qu'on appelle le porteur de projet, hein, c'est-à-dire vous qui êtes derrière, là, vous qui participez et à votre projet, si vous êtes au clair et si ce que vous avez envie de lancer et correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire. Et au-delà d'être en adéquation entre soi-même et le projet qu'on veut porter, qu'on veut défendre, bien entendu, à un moment donné, on va tomber sur des réalités qui nous entourent. Et la deuxième étape, bah, c'est de dire, est-ce que ce qu'on a envie de faire et qui a du sens pour nous, est-ce qu'il y a un débouché commercial? Parce qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question de comment est-ce qu'on va vivre sur ce projet. Et derrière cette étude commerciale, ça sous-entend de trouver des clients. Alors des clients, des utilisateurs, on peut les appeler différemment. En tout cas, ce sont ceux qui vont acheter, louer, qui vont être consommateurs, utilisateurs de votre service, de vos produits. Bien entendu, la dimension financière, à un moment donné, les pépettes, eh bien oui, on est tous à un moment donné à identifier précisément comment va fonctionner ce projet, quelles vont être les dépenses, quelles vont être les recettes, comment imagine-t-on pardon, les notions de profit, de rentabilité, sous quel délai, est-ce qu'on va se rémunérer ou pas, et on va reparler un peu plus loin. Donc il y a bien une étude financière. De cette étude financière de ce projet va aussi être important, c'est de se dire de quelle manière, dans quel cadre juridique exercer, sous quelle forme juridique, sous quel statut. Et ça va avoir aussi un impact en termes de réflexion. Donc il va falloir se poser la question, quatrième étape, c'est de se dire, mon projet, je veux maintenant l'exercer plutôt dans quel environnement, quelle forme juridique. Est-ce que c'est en société unipersonnelle? Est-ce que c'est en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, parce que ça a encore changé de nom? Bref. Et puis, derrière, à un moment donné, bien entendu, comment est-ce qu'on m'aide? Voilà. Alors, les aides, c'est pas forcément non plus que financière. C'est comment je peux être aidé au travers de mon projet. Sixième étape, quelle démarche, et là on est plutôt sur les formalités un peu plus administratives, globalement, quelle démarche et formalités je dois en effet mettre en œuvre pour qu'à un moment donné, et c'est la dernière étape où là on est véritablement dans l'action, qui est le démarrage pour qu'on me dise de l'activité. Donc vous l'avez compris, voilà, il y a ces grandes étapes-là. L'idée, c'est à chaque fois que vous ayez de la matière pour bien structurer, vous êtes posé les bonnes questions, vous ayez de la matière qui vont vous permettre sereinement d'avancer dans votre projet, soit de création ou de reprise d'entreprise. Maintenant,
En effet, il y a différentes étapes. Alors, Marlène, est-ce que la première étape, est-ce que tu peux nous en parler plus particulièrement? Effectivement, si on reprend un petit peu les différentes étapes une par une de ce que Philippe vient de nous dire, la première étape, c'est voilà, l'idée. On a une idée, mais l'idée, il faut aussi qu'elle soit réaliste et réalisable et qu'elle soit en adéquation avec les compétences du porteur de projet. Donc, déjà, comme vous l'a dit Philippe, hein, produire, la production, elle est sûrement liée à votre savoir-faire, à vos diplômes, à vos expériences professionnelles précédentes peut-être aussi, et parfois à la connaissance du métier que vous pouvez avoir. Certains arrivent sur une création d'entreprise en expérimentant un nouveau métier, hein, ça peut arriver, mais souvent, vous allez vous appuyer sur des connaissances précédentes, sur toute votre expérience professionnelle et ce qu'on appelle les compétences, un petit peu les compétences transférables. Ça peut être votre expérience professionnelle, mais ça peut être aussi des expériences extra-professionnelles, du bénévolat, dans une association, etc. Toutes ces choses-là, vous pouvez vous appuyer dessus. L'objectif, c'est effectivement de vendre. C'est voilà un petit peu le nerf de la guerre, hein, comme le disait Philippe tout à l'heure. Donc vendre, ça veut dire aussi eh bien avoir pas mal d'atouts, de qualités de qualité humaine, mais avoir un bon relationnel parce qu'il faut aussi voilà faire le client est roi, hein, donc savoir s'entourer des bonnes personnes, avoir un bon relationnel avec ses clients, écouter, conseiller, mais en amont, il faut aussi savoir prospecter, donc avoir des fibres comme une fibre commerciale un petit peu. Et puis après, fidéliser aussi sa clientèle, que les gens reviennent évidemment. Gérer aussi des compétences en termes de gestion de stock, de charges, de trésorerie, gérer les délais aussi. Donc, ce n'est pas seulement gérer le matériel, mais c'est aussi une question de temporalité. Et parfois, et si voilà, cette entreprise, eh bien, elle grandit, il va falloir aussi gérer de l'humain. Donc, avoir une posture plutôt managériale et donc recruter, gérer des hommes, des femmes, les former, les faire monter en compétences et peut-être avoir une équipe composée de plusieurs personnes au bout d'un petit moment. Donc, toutes ces compétences, elles sont soit acquises dès le départ, soit elles vont s'étoffer au fur et à mesure du développement de votre activité. Alors Marlène, Oui. juste avant que tu partes, tu passes le slide, on a une question qui est une question redoutable. Comment savoir si notre idée est la bonne? En voilà une Ah, bonne question. Eh bien, euh, vous allez, au travers de notre présentation, au final, avoir toutes les réponses. Mais concrètement, la bonne idée, c'est quoi? C'est celle qui va être pour vous porteur de sens. Mais se faire plaisir dans une activité demain, c'est pas forcément unique, ça va pas être suffisant. On va revenir sur ce qu'on a évoqué. Il faut que cette activité vous permette d'en vivre. Donc, il va falloir qu'il y ait des débouchés entre guillemets commerciaux. Et ensuite, il faut que ces débouchés soient suffisamment, vous apportent de la rentabilité suffisante. Et il faut derrière, en effet, que tous ces éléments soient convergents. Et c'est ça qui, globalement, va vous dire si vous avez des débouchés, parce qu'il faut des clients. Donc, la bonne idée, c'est celle qui va répondre à ces différents critères de débouchés commerciaux, de motivation pour vous, de rentabilité. Et c'est ce mélange qui va faire que c'est une bonne idée. J'en ferme la parenthèse. Merci Marlène. non, merci à toi. D'ailleurs, Alors, ça tombe bien parce que c'est à toi d'enchaîner, donc continue. non, j'ai plus envie de parler. Je ferme le micro. Alors, on est sur quoi? L'idée, l'adéquation porteur, projet, définir. Voilà. Alors, c'est vrai que quand demain on est entrepreneur, euh, les mots qu'on écrit là, ils sont forts. Entrepreneur, c'est vraiment un esprit. C'est un esprit parce que être entrepreneur demain, c'est avoir une capacité à, en effet, faire de la prise de risque. Voilà. Il faut à un moment donné aller dans des zones qu'on ne connaît pas, où on n'a pas forcément toutes les réponses. Et donc, ça veut dire aussi que à des moments, il faut aller de l'avant et on remet en avant cette notion d'esprit d'initiative, d'innovation, de créativité. Quand on parle de débouchés, les débouchés, c'est pas forcément sur quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc, on parle d'innovation disruptive, pas forcément, mais en tout cas, plus vous serez de façon innovante dans ce que vous allez présenter, plus vous aurez des chances aussi quand même d'être en effet retenu. Sauf qu'il faut qu'il y ait des débouchés. On revient sur ce qu'on évoquait avant, la notion d'étude commerciale. Il faut aussi de la force de conviction. Force de conviction à la fois lorsque vous êtes face à vos prochains, à vos prospects puis après clients, mais face à vos financeurs. Il faut avoir cette force
pour convaincre d'obtenir aussi un certain nombre de sous, de pépettes, comme on dit. Et combativité et ténacité, bah ça, si vous ne l'avez pas, je vous invite à arrêter le projet sur la création d'entreprise. Parce que vous ne le voyez peut-être pas là, mais les gouttes d'eau, les sueurs, etc., eh ben, il faut l'avoir en tout cas. C'est aussi être demain chef d'entreprise, c'est une logique de dynamique. Voilà, c'est à la fois être à l'affût des opportunités et savoir les exploiter. C'est aussi, bien sûr, en tirer profit. Et puis, c'est aller aussi en générer. Voilà. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, ce que vous êtes peut comporter déjà beaucoup de points de parallèle avec ces esprits ou cette notion de dynamique. Mais il va falloir vraiment vous poser la question de est-ce que demain, je me vois être chef d'entreprise et dans ces qualités qui sont attendues? Et si ce n'est pas le cas, comment je peux les acquérir ou comment je peux m'associer avec d'autres personnes pour que mon projet réussisse? Ensuite, ah ben, je suis revenu, c'est voilà, j'ai pas. Je touche à rien. Bon, et donc le deuxième point, on revient sur la notion d'études Commercial. commerciales. Exactement. Donc la création, la reprise d'une entreprise, ça nécessite une étude de marché. L'étude de marché, elle va répondre à plusieurs questions. Déjà, où est-ce que vous allez vous installer? L'implantation, très important. Auprès de qui? Alors qui, ça rassemble trois parties, hein. Les clients, déjà, quel va être votre client, la dépense moyenne de vos clients, c'est bien de le connaître, la fréquence d'achat, leur motivation, leurs attentes, leurs besoins. Donc parfois, il faut aussi faire un peu des enquêtes, hein, par rapport à ces questions-là. La concurrence aussi, quelle est-elle? Parce que par rapport au lieu d'implantation peut-être, ça peut jouer. C'est peut-être pas la peine d'ouvrir un quatrième marchand de chaussures, enfin un quatrième magasin de chaussures dans la même rue. Donc la concurrence aussi, se poser la question, se dire: «Bah, j'ai une super idée», mais il faut aussi, vérifier que d'autres personnes n'ont pas eu la même idée au même endroit ou à proximité. Les fournisseurs également, donc aussi, quels fournisseurs, heu, comment ça va se passer avec eux et cetera. Donc tout ça, ça demande, effectivement de la réflexion, des enquêtes et du travail en amont aussi. Quoi? Qu'est-ce que vous allez vendre? Quel est votre produit? Quels sont vos services peut-être? Voilà, qu'est-ce que vous allez, effectivement, proposer au sein de votre structure? Et comment surtout aussi, comment est-ce que vous allez pouvoir proposer vos produits? De quoi allez-vous avoir besoin? Est-ce que vous allez avoir besoin de collaborateurs? Est-ce que vous allez avoir besoin de matériel? Vous vous installez dans un local, de quoi vous avez besoin, pour, faire fonctionner votre entreprise, hein, en termes de mobilier, en termes de bureaux, voilà, matériel informatique et cetera, connexion, tout ce qui, fait que, heu, qui sont nécessaires, hein, à la création de votre structure et aussi en termes de communication. Comment vous allez pouvoir être repéré? Donc qu'est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez passer par les réseaux? Est-ce que c'est une communication plutôt locale? Est-ce que, vous êtes sur, un secteur très concurrentiel? Voilà, comment allez-vous communiquer aussi pour faire connaître votre offre, qu'elle soit offre de service ou offre de produit? Comment est-ce que vous voyez les choses? Donc toutes ces choses-là, il faut aussi les balayer en amont. Et puis aussi, on parlera un petit peu, il y a eu des questions déjà, hein, sur, le financement, un petit peu, voilà, comment, maintenir un certain niveau de salaire et cetera. On va y venir un petit peu plus tard avec Philippe, ne soyez pas surpris si on ne vous répond pas directement. Mais déjà, là, vous avez un petit peu, un guide en termes de questionnement à vous poser. Ah ben, on va parler d'argent. Voilà, Philippe, je te laisse la main, hein. Oh non, l'argent, toujours l'argent. Eh ben oui, mais oui, mais oui. Quand on est porteur de projet, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est demain, est-ce que mon projet va me permettre, en effet, d'en vivre, d'avoir un certain nombre en effet, de revenus. Je ne rentre pas sur des notions de montant. Et puis, au-delà de ça, bah, pour me lancer mon activité, il va falloir aussi que je trouve des fonds. Est-ce que j'en aurai suffisamment ou pas? Donc, tout ça, pour le mettre à plat, donc mettre à plat, en effet, des notions à la fois de richesse, de patrimoine, comment est-ce qu'on envisage de créer, avec quels moyens. On va parler différents documents comptables qui vont être nécessaires en amont du projet pour obtenir des financements et puis par la suite pour suivre l'entreprise. Donc là, on est en tout cas dans la phase de réflexion et donc il va falloir faire une étude financière de ce qu'on envisage de faire
Vous pourrez entendre toujours parler d'un autre terme qui est le business plan. Voilà. Donc, ce business plan, et au travers de ces éléments financiers, on va aborder différentes dimensions, qui est la notion de plan de financement. Donc, comme son nom l'indique, c'est comment vous avez envisagé de financer votre projet, parce qu'il va falloir le porter. On revient toujours sur des qualités qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Il va falloir le défendre pour obtenir des financements. Et le financeur, lui, il va s'engager sur différents éléments, dont ces fameuses études financières de business plan, où vous allez mettre en avant un compte prévisionnel, où là, le compte de résultat prévisionnel, vous allez projeter votre financeur ou vos futurs associés dans, voilà, moi, comment j'envisage sur les premiers mois, la première année, sur la notion, je vais dépenser tant, et j'envisage en effet d'avoir plutôt tel type de recette. Et donc, bien entendu, de ces différents éléments vont ressortir ou pas une première année peut-être déficitaire, une deuxième année en équilibre. Tout dépend, en tout cas, de vos projections. Et toujours, prenez l'hypothèse dans ce que vous allez étudier, d'hypothèse haute et basse, de telle manière que quand vous êtes face à un financeur, vous pourrez peut-être justifier d'un positionnement qui est plutôt un positionnement moyen, prudent. On vous parle bien sûr de prévoir à l'avance ce qu'on appelle le bilan prévisionnel. Là, c'est comment va évoluer la richesse de votre entreprise. Je ne rentre pas plus dans le détail. C'est pour ça que sur la droite, on parle d'immobilisation incorporelle, corporelle, etc. Là, on est sur des notions de bilan. Mais ce n'est pas parce que l'entreprise, entre guillemets, a des moyens pour se lancer. Ce n'est pas parce que aussi elle a beaucoup de chiffres d'affaires qui rentrent qu'elle peut être pas menacée financièrement. Et là, on va tomber sur une notion qui est le budget de trésorerie. Pour fonctionner au quotidien, il va falloir, est-ce que je m'accorde un salaire moi, au démarrage pour démarrer? Est-ce que j'ai prévu peut-être dans mon activité sur les 6 premiers mois de ne pas être seul, d'avoir un salarié? Un salarié, c'est un salaire, mais c'est aussi des charges. Et donc là où j'avais prévu 100 euros, il va falloir que je rajoute la moitié, 150 euros en tant qu'employeur, ça va me coûter 150 et non pas 100. Bref. Et à un moment donné, même si j'ai du chiffre d'affaires, la question c'est est-ce que j'ai suffisamment de rentrées pour payer mes charges? Donc là, on rentre sur une logique de budget de trésorerie. Voilà. Et puis après, on vous parle des différents indicateurs, taux d'endettement, taux de rentabilité. Là, on rentre un peu dans trop des dimensions techniques. Et vous voyez que dans l'exemple, on vous met une projection sur une phase initiale, une projection après sur les années à venir. Généralement, un business plan, c'est minimum sur 3 ans. Généralement. Voilà. Donc un financeur, même pour vous, pour avoir une vision, c'est minimum sur 3 ans. Quand vous arrivez à partir de 5 ans, ça commence à faire un peu loin, mais c'est pas grave. En tout cas, minimum, il faut se projeter sur ces différents éléments pour faire ce qu'on appelle l'étude financière et le business plan. Quatrième étape importante, bien sûr, c'est les dimensions après juridiques, sociales et fiscales. Donc effectivement, il va falloir pouvoir choisir un statut. Donc pour ça, il y a différents critères à prendre en considération. Ça peut être le pouvoir de décision, le régime fiscal social également, dont vous a parlé un petit peu Philippe précédemment. La protection du patrimoine, est-ce qu'on engage ou pas ses biens personnels? La nature de l'activité aussi, en fonction de la nature de votre activité, mais aussi votre situation personnelle. Donc, par rapport à votre couverture sociale, ce que vous envisagez, votre santé, votre retraite. Donc, vraiment là, les, tout est à prendre en considération finalement. Et aussi ce que vous envisagez en termes de taille d'entreprise et de développement. Donc il faudra aussi prendre en compte le nombre de personnes impliquées dans les différents statuts. Les impôts aussi, ça doit être pris en considération. Au final, il n'y a pas de forme idéale, je dirais, là aujourd'hui. On va pouvoir vous dire par rapport à votre secteur d'activité, il faut mieux que vous fassiez que vous passiez par telle ou telle forme juridique, parce que en fait, ça dépend de chacun de son patrimoine personnel, de sa situation personnelle en termes de familial, voilà. Donc il faut vraiment y réfléchir individuellement, je dirais, et se saisir du meilleur dispositif pour soi. Oui, Et je vois, en effet, parmi les questions là, sur il y a quels beaucoup de critères choisir le statut de l'entreprise? Marlène l'a dit, en fin de compte, c'est vraiment en fonction de la façon dont je veux fonctionner ou être impacté. Si demain, et que mon entreprise, mon activité ne fonctionne pas suffisamment, est-ce que le statut que j'aurais choisi me met à l'abri que mes créanciers
me prenne sur mes biens personnels. Ben, il y a des formes juridiques où là, votre patrimoine personnel est mélangé au patrimoine de l'entreprise et en cas de défaillance, vous allez avoir des soucis. D'autres, quand on a des formes juridiques qui peuvent être de société, le patrimoine de l'entreprise est déconnecté de votre patrimoine personnel. Donc, si l'entreprise ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez, vos créanciers ne pourront s'arrêter qu'au patrimoine de l'entreprise. Bon, maintenant, demain, au quotidien, je veux être moi mon patron, je veux que personne d'autre décide, il y a des structures où vous allez pouvoir toujours concentrer le pouvoir de décision. Vous l'avez compris. Donc, moralité, sur quels critères choisir le statut de l'entreprise, c'est répondre à ces différentes questions en fonction de comment on se projette sur l'organisation, sur l'imposition, etc. Donc, on en arrive après l'autre étape qui est toujours dans la logique de l'étude juridique, sociale et fiscale. C'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est de se dire, d'un côté, est-ce que je vais plutôt choisir d'exercer mon activité au travers d'une société, où là, il y a bien une séparation des patrimoines. N'oubliez pas que la notion de patrimoine, c'est là où vos créanciers vont, entre guillemets, s'adresser pour récupérer leur argent s'il y a besoin. Donc, je suis en société, il y a bien une séparation de patrimoine entre mon patrimoine à moi et celui de la société. Quand je suis plutôt dans une forme d'entreprise individuelle, là, c'est ce qu'on appelle une confusion des patrimoines. Il n'y a pas de différence. Et donc, en cas de difficulté, c'est pas la même chose que quand tout est séparé. Donc, attention, c'est aussi à bien réfléchir. Marlène. Exactement. Oui, donc on vous a mis un petit schéma pour que ça soit peut-être un peu plus clair par rapport à l'étude juridique, sociale et fiscale, à savoir pour les entreprises individuelles, ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-entrepreneurs, ça peut être au réel ou au micro en fonction de votre impôt sur le revenu aussi, et ça rentre en ligne de compte. Pour les sociétés EURL, SARL ou SA, SAS, SASU, allez, SASU. L'impôt sur le SAS, non? On s'est trompé de webinaire, là, on parle de quoi, alors, en fin de compte? Non, SASU. Avec évidemment l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc, on peut avoir une option IS pour les EURL ou l'option impôt IR, impôt sur le revenu pour la SARL ou SAS sur 5 ans. Donc, vraiment, là, ce qui rentre en compte par rapport justement au calcul pour les impôts, c'est vraiment le résultat de l'entreprise. Sauf pour les micro-entrepreneurs, puisque l'impôt, là, dans ce cas-là, il est basé sur le chiffre d'affaires après abattement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Philippe? Je vais faire une réponse à la Joker. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que c'est complexe. Et donc, sur des dimensions, en effet, juridiques, sociales, fiscales, vous voyez qu'il y a des impacts qui sont pas négligeables. Et il va falloir, pour ça, vous entourer, vous rapprocher de professionnels pour que vous puissiez, en amont, bien réfléchir à la façon dont vous voulez être demain imposé. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, là, on est là simplement pour vous sensibiliser déjà sur des points où il va falloir être vigilant. Voilà. Donc là, attention, l'imposition n'est pas la même selon la forme juridique que vous allez opérer. Donc, pour vous lancer, alors les aides, tagada, les aides. Alors concrètement, que j'ai envie aujourd'hui d'être entrepreneur, créer ou reprendre, généralement, il va falloir un coup de main. Et ce coup de main, on va le trouver de différentes manières. Le premier qu'on vous met en haut, c'est ce qu'on appelle les aides au financement. Vous entendrez parler des plateformes de financement. On vous a mis des plateformes comme l'ADI, Initiative, France Active, la GFIP, le réseau Entreprendre. Grosso modo, c'est quoi? Ce sont des structures dont le métier, c'est de recevoir des porteurs de projets, vous, avec un projet, et on revient toujours sur, en effet, présenter un projet, un business plan, etc. Et en fonction de la dimension de votre projet, et des fonds que vous allez réclamer, ces différents réseaux, en effet, vont pouvoir vous aider et vous financer avec, en effet, à des taux qui peuvent être des taux à taux zéro ou à des taux très bas. Et donc, ce sont des structures qui sont faites pour aider les porteurs de projets, et elles ont chacune de ces structures des caractéristiques. Si votre projet dépasse
en effet un budget de X millions ou moins de 1 million, etc., il va falloir plutôt s'adresser à l'ADI. Si vous envisagez dans votre projet de création de reprise et qu'il y a 4, 5 ou 6 emplois qui sont associés, a priori, le montant, ça sera plutôt le réseau à entreprendre. Bref, en tout cas, vous avez, chaque réseau a ses caractéristiques d'accompagnement selon la nature et la dimension du projet sur laquelle vous pourrez travailler. Il y a aussi l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Donc ça, c'est plutôt, alors, l'ACRE ou un peu plus bas, la RCE ou le maintien de l'allocation de retour à l'emploi. Là, c'est plutôt quand je suis demandeur d'emploi, à un moment donné, en effet, plus ou moins rapidement, je peux avoir ce projet de créer et de reprendre. Donc, j'aurai différentes options possibles. Plutôt que de toucher mon allocation tous les mois, peut-être de demander un déblocage complet qui va me donner un apport pour créer ma structure, ou alterner, en effet, de continuer à toucher une partie de l'allocation mensuelle de retour à l'emploi et une partie sous forme de capital. Bref, ça, c'est du côté de Pôle emploi qu'il faudra vous renseigner. Après, de façon générale, c'est ce qu'on a mis sur la bas, des aides aux investissements en fonction de vos lieux d'installation et de projet. Oui, il y a des collectivités territoriales, des établissements, en effet, des agglomérations, voire des régions, voire des départements qui vont apporter certaines aides financières sur des métiers en tension qui sont nécessaires et qui peuvent assurer aussi un meilleur service auprès de la population. Donc, vous l'avez compris, que ce soit, alors je suis même étonné, on n'a pas pensé à le mettre, alors je sais pas, peut-être qu'on le verra un peu plus loin. Et bien sûr qu'il y a les banques, hein, donc les aides, à un moment donné, sauf que les banques, elles vont payer à des taux d'intérêt qui, c'est pas la même chose. Donc peut-être qu'on le verra après, je ne m'en souviens plus. Alors, quelle démarche et quelle formalité, en fin de compte, pour lancer cette activité, Marlène? Alors, effectivement, il faut évidemment commencer par le commencement, évidemment, pour immatriculer votre entreprise, pour qu'elle soit reconnue et inscrite, hein, finalement, qu'elle existe véritablement, que tout le monde en ait connaissance. Il vous faut vous adresser à différents centres de formalité, mais ça dépend de la nature de votre activité. Si vous êtes dirigé vers une activité plutôt artisanale, ça va être la chambre de métier de l'artisanat qui va vous accueillir pour l'immatriculation. Pour des activités commerciales, c'est plutôt chambre de commerce et d'industrie. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre CCI, comme on l'appelle. Et les activités libérales, c'est l'URSSAF, hein, qui prend le relais pour l'immatriculation. Donc, en fonction des structures, vous pouvez bénéficier aussi d'un accompagnement pour votre déclaration d'immatriculation. Vous pouvez être aidé par rapport à cette démarche de façon individuelle en fonction de la structure qui va vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, hein, à les solliciter. Il y a plein de choses qui sont mises en place, hein, en fonction des chambres de métiers, d'artisanat, CCI. Il y a des ateliers pour les créateurs d'entreprises, des rencontres aussi entre créateurs ou jeunes entreprises. Enfin, voilà, il y a vous avez aussi des incubateurs, etc. Ils vont vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs et faire en sorte que vos démarches se passent au mieux et que vous ne ratiez aucune étape. Oui, en effet, parmi les questions qu'on avait passées, il y a est-ce que où est-ce que je peux avoir des informations sur des entreprises qui font peut-être déjà la même activité, etc. Alors, les chambres de commerce et d'industrie ont des fichiers. Maintenant, généralement, l'accès à ces fichiers n'est pas forcément gratuit, mais comme l'a dit Marlène, et c'est vraiment très intéressant, alors que ce soit les CCI ou les chambres des métiers de l'artisanat, ce qui peut être intéressant, c'est comme vous êtes porteur de projet, et que ces structures sont là aussi pour encourager la création d'entreprises selon leurs spécificités. On a dit les chambres des métiers pour l'artisanat, etc. Ils ont donc comme tu le disais, des ateliers, il y a des structures type incubateurs, et c'est là où vous vous retrouvez entre porteurs de projets à discuter, en effet, des réflexions liées au statut juridique, liées au business plan. Voilà. Et donc, que ce soit maintenant ou même un peu plus tard, si on a une seule chose à vous dire, sachez ne pas être seul dans le travail de votre projet. Voilà, si j'avais avec Marlène quelque chose à vous dire là et arrêter le webinaire, c'est soyez bien entourés et surtout, voilà, inspirez-vous, travaillez votre réseau pour alimenter vos réflexions, etc. Voilà, excuse-moi, j'ai un petit peu débordé Non, sur il n'y ce. a pas de souci. Et d'ailleurs, il y a une personne, hein, qui l'a mis dans le chat, hein, de ne pas rester tout seul, qu'il fallait vraiment être accompagné. J'en profite pour vous dire que je vous ai mis les différents liens
dans le chat, comme ça vous allez pouvoir identifier peut-être encore mieux les structures dont on vient de vous parler. Et effectivement, Elisabeth, merci pour la précision. Pour l'immatriculation, c'est le guichet unique INPI depuis le 1er janvier de cette année. Donc, je vais vous mettre le lien aussi vers le site internet si vous voulez bien. OK. Alors, quand on parle de la création d'entreprise, elle s'effectue dans un environnement. Concrètement, là où vous envisagez de créer votre entreprise, il y a sur ces territoires différentes structures, différents organismes qui vont pouvoir vous aider et ou être vos interlocuteurs indispensables, comme on dit, incontournables. Et sur ce territoire, vous retrouverez entre autres un acteur homme-femme, parce qu'on parle de conseillers, mais on a des conseillères, bien entendu, en évolution professionnelle qui sont là pour vous aider, pour vous informer. Et quand on parle de l'environnement lié à la création d'entreprise, bah, en effet, on l'a évoqué en amont, il va falloir ouvrir les bonnes portes et avoir un certain nombre d'appuis. Donc, bah, il va falloir travailler avec des organismes de financement, il va falloir peut-être se rapprocher aussi à un moment donné d'experts comptables, d'organismes de formation. On évoquait la notion aussi de pépinière, donc ce sont des endroits où de jeunes pousses qui sont dans des réflexions et les premiers pas sont accueillis et accompagnés. Alors, on parle d'organismes d'accompagnement aussi. Vous avez des structures comme les boutiques de gestion, comme à la Chambre des métiers d'artisanat, comme à la CCI. Voilà, des sessions où les porteurs de projets se retrouvent entre eux. Quand on parle de chambres consulaires, c'est les CCI, c'est les chambres des métiers de l'artisanat. Vous avez aussi des coopératives. Bref, ce qui est intéressant, c'est de se dire l'environnement dans lequel demain je vais me lancer sur la création d'entreprise, on revient toujours sur la même idée, c'est de se rapprocher de structures qui vont pouvoir m'aider. Et ça, le conseil en évolution professionnelle vous aidera à les identifier et vous permettra en effet de gagner du temps. En tout cas, ne restez pas seul dans vos réflexions sur ce sujet. Et donc, on a peut-être une idée, non? Je vois qu'il y a une lampe qui s'allume d'un seul coup, là. Qu'est-ce qu'on peut proposer, alors? Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, l'idéal, c'est effectivement si vous trouvez que c'est trop dense, que vous avez trop d'informations, que ça part dans tous les sens, vous ne savez plus comment le prendre, pour vous, ça devient trop complexe à gérer seul. Vous avez l'impression qu'il y a une multitude d'interlocuteurs, vous ne savez pas vers lequel vous diriger en premier. Eh bien, la solution, ça peut être de effectivement venir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir poser toutes vos questions et puis aussi être peut-être mis en relation avec les bons interlocuteurs à proximité de chez vous. Donc, à quoi sert le conseiller en évolution professionnelle, Philippe? Ouais, mais de toi à moi, parce qu'on est que tous les deux, il y a de quoi s'y perdre quand même, parce que entre toutes les étapes, Je suis choisir le d'accord. statut, le business plan, le machin, etc. Bon, Je suis donc, d'accord. Et c'est pour ça que le conseiller en évolution professionnelle, il est là pour justement éviter le stress et l'inquiétude. Tu sais, la sueur dont tu parlais tout à l'heure à l'ouverture du oui, webinaire. elle était facile celle-là, mais elle était bien amenée quand même. Donc, en effet, on revient sur le rôle du conseiller en évolution professionnelle. Globalement, quand on est porteur de projet, eh ben, le premier là-haut, là, le stress ou l'inquiétude, eh ben, ouais, vous allez vous poser beaucoup de questions, quoi. Et ces questions vont aller dans différents registres. Quelle stratégie va falloir que je mette en œuvre, ne serait-ce que pour travailler le projet? Par quel organisme de formation je peux me faire accompagner? Oui, mais aujourd'hui, je suis en entreprise, moi, je suis salarié. Comment je fais pour quitter mon entreprise? Et, dans quelles conditions? On pourra en reparler dans quelques minutes. Quel dispositif ou quelle procédure je peux mettre en œuvre pour véritablement lancer mon projet? Quelle source de financement? On parle du business plan, comment je peux le formaliser et qui peut m'aider à le formaliser? Bref, vous l'avez compris, quand on est dans la tête dans le guidon et qu'il y a tellement de choses à faire, bah, c'est bien de se poser, de structurer ses réflexions, d'être accompagné. Et c'est le rôle du conseiller en évolution professionnelle de faire en sorte de vous redonner ou de vous donner suffisamment d'énergie pour que vous continuiez à avancer dans votre projet professionnel. Et en effet, qu'est-ce que tu vas nous dire, Exactement. Marlène? C'est Là, quoi ce truc-là? on- c'est le dispositif démissionnaire. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, il va vous expliquer comment vous allez peut-être démissionner et pouvoir bénéficier de votre allocation de retour à l'emploi dès votre démission
dans la mesure où vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ou de formation. Donc, pour bénéficier de ce dispositif, il faut être en CDI, compter au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises sans interruption, avoir un projet de reconversion qui est considéré comme réel et sérieux et donc qui est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale au niveau de Transition Pro. Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF. Donc, vous montez un dossier qui explique votre projet, comment est-ce que vous le construisez, voilà, votre business plan, vos actions, tout pour valoriser votre projet finalement. On vous a mis le lien vers le site internet, mais je vais vous le remettre dans le chat. Donc, ce projet, votre dossier il est examiné par la commission paritaire de Transition Pro qui va dire effectivement, ce projet nous paraît réel, sérieux, réalisable, il n'y a pas de souci. Ils vont juste appliquer un tampon en disant OK, on valide le projet et vous pourrez effectivement quitter votre entreprise. Vous aurez 6 mois pour le faire, pour démissionner et pouvoir prétendre à votre allocation de retour à l'emploi. Par contre, ce qui est indispensable, obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas, vous devez obligatoirement être suivi par un conseiller en évolution professionnelle dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que vous devez en priorité voir un conseiller, échanger avec lui expliquer votre projet et bâtir ensuite votre dossier pour être présenté à la commission de transition pro qui va dire oui ou non en fonction et ensuite seulement vous pourrez démissionner. C'est obligatoire de passer par un conseiller en évolution professionnelle parce que c'est ce qui va faire que le projet va paraître comme balisé, sérieux, réaliste, réalisable. Et de toute façon, ça vous permet aussi, vous, d'être accompagné, mis en relation avec les bons interlocuteurs, hein, l'ADI, les chambres de commerce, etc., sur votre territoire pour que vous puissiez aller plus vite dans votre projet. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, j'ai vu. C'est vrai que vous l'avez compris, à partir du moment où vous démissionnez, en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, vous ne pouviez pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Donc là, on vous présente ce dispositif. Il y en a d'autres. Et on ne peut pas tout évoquer, mais c'est vrai que par rapport aux questions que vous avez posées, lorsque je suis salarié et que demain je peux être porteur de projet, comment est-ce que je peux, en fin de compte, me lancer? Un des dispositifs qui est incontournable, c'est en effet le dispositif démissionnaire. Je glisse juste un petit mot, puisque je ne crois pas qu'on n'aura pas le temps de l'évoquer, c'est que si vous êtes salarié et que vous voulez en effet vous former pour demain, pourquoi pas faire de la création d'entreprise, être en effet chef d'entreprise, et que pour ça vous avez besoin d'acquérir d'autres compétences, il y a un autre dispositif quand on est salarié qui est le PTP, projet de transition professionnelle. On ne va pas vous embrouiller plus longtemps plus en profondeur. Et c'est le rôle du conseiller en évolution professionnelle, justement, d'évoquer tout ça. En tout cas, je veux me lancer, je suis salarié, je veux démissionner pour pouvoir être totalement disponible et avancer sur mon projet. Il y a ce dispositif qui, en tout cas, nous paraît incontournable. On voulait vous le présenter. Voilà. Alors, Les les étapes. étapes, tu nous dis, parce que je sens que tu es Comme en forme sur le dispositif démissionnaire. sur le Je te laisse. démissionnaire. Il n'y a pas de souci. Mais bon, je l'ai déjà dit un petit peu, mais c'est vrai que la première des choses, c'est effectivement vous pouvez aller voir hein, sur le site d'émission reconversion.gouv.fr. Mais la première étape, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir échanger avec lui ou elle et vérifier votre éligibilité par rapport à ce dispositif démissionnaire. Avec votre conseiller, vous allez pouvoir compléter ce qu'on appelle le volet CEP et présenter votre dossier, comme je vous l'ai expliqué précédemment, voilà, avec l'étude de marché, le prévisionnel au niveau financier, tous les documents qui sont demandés par l'association Transition Pro qui est près de chez vous. Il y en a une par région, donc vous en avez forcément une à côté de chez vous. Et là, la commission a 2 mois pour vous donner une réponse. Au-delà des 2 mois, la demande est considérée comme acceptée. Comme je vous l'ai dit, c'est un oui, le projet est réaliste, réalisable, sérieux. Transition Pro dit OK, c'est bon, vous avez 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi et pas un jour de plus. C'est important hein, de respecter ce délai parce qu'après, ça peut être vraiment compliqué. Vous perdez le bénéfice de la réponse positive. Et vous avez 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. En cas de refus,
parce qu'on peut dire non, eh bien, on vous invite à retravailler votre projet. Et c'est là aussi que le conseiller en évolution professionnelle est important et aidant. Eh bien, vous avez 2 mois pour déposer un recours par rapport à votre projet. Donc, le conseil en évolution professionnelle. Philippe, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on Je en ne parle, dirai mais rien. Non, parce que depuis tout à l'heure, on leur parle aussi du conseil en évolution professionnelle. À un moment donné, il faudra quand même qu'on explique comment ça fonctionne. c'est Donc, ça. le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est, regardez, écoutez bien, hein, parce que je vois vos sourires, je les imagine. C'est gratuit. Gratuit. Donc, et c'est confidentiel. Donc, que vous soyez en activité ou pas, eh ben, vous inquiétez pas. On a le secret qui va avec. Vous êtes tranquille. Est-ce qu'on a quelque chose à vous vendre? Pas du tout. On n'est pas là, on n'est pas un organisme de formation, on est neutre. On est financé par des fonds publics et notre métier, justement, c'est de faire en sorte de vous aider à prendre de la hauteur, de gagner du temps, de gagner en confiance, de vous accompagner. Et donc, on est impartial. On n'est pas membre de votre famille, on n'est pas votre employeur. Donc, si on a des choses à vous dire, on les dira d'autant plus facilement que c'est notre métier d'accompagner. Voilà. Donc, c'est ça les principales caractéristiques et c'est fait pour vous aider, que vous soyez salarié aujourd'hui, que vous soyez indépendant. En effet, on va évoquer dans quelques secondes d'autres conditions. Le conseil en évolution professionnelle, il est là pour vous accompagner et vous aider. Qui Et donc, est-ce à qui? qui? Ouais, Vas-y. qui? À toi. À moi? Bon. Alors pour qui? Parce que d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y a Françoise qui nous pose la question justement dans le chat. Comment ça se passe? Pour qui? À qui s'adresser? Alors, c'est en fonction de votre statut. C'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi, Philippe vous l'a dit, vous y avez droit également. C'est Pôle emploi qui va vous accompagner sur le conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes jeune, moins de 26 ans, ça va être, non pas qu'on ne soit pas jeune après 26 ans, hein, mais moins de 26 ans, ce sont les missions locales. L'APEC, hein, si vous êtes cadre, c'est l'APEC qui vous délivre ce service du conseil en évolution professionnelle. Et pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, nous sommes plusieurs interlocuteurs en fonction de votre région. Groupement Évolution, le réseau EVA, Anti-ARH Corse, Axis Martinique, BGE et moncep.org pour la Réunion. Donc vous avez plusieurs acteurs. Un autre acteur qui est important, si vous êtes en cours de reconnaissance travailleur handicapé ou que vous avez cette reconnaissance travailleur handicapé et surtout, et c'est très important, si votre handicap impacte au quotidien votre poste et que vous avez besoin d'aménagements spécifiques liés à votre situation, eh bien, c'est Cap Emploi qui va délivrer le conseil en évolution professionnelle et qui va pouvoir vous accompagner pour vous maintenir dans votre poste ou dans une autre entreprise et que vous puissiez bénéficier de tous les aménagements qui vont faire que vous allez pouvoir travailler sereinement malgré votre handicap. Donc, les différents opérateurs, un site internet que je vais vous mettre dans le chat si vous le voulez bien. Et le CEP, il nous accompagne vers quoi, Philippe, en termes de questionnement? À quoi il sert? Donc, vous l'avez compris que le conseiller en évolution professionnelle va vous accompagner sur différentes thématiques. Bien entendu, il va vous aider lorsque votre projet peut être lié à la création et la reprise ou la reprise d'activité d'une activité. Donc, devenir entrepreneur est une thématique sur laquelle le conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider. Maintenant, de façon plus générale, on abordera des questions liées à l'évolution professionnelle, obtenir une certification. J'ai envie de réfléchir à une notion de mobilité, alors que ce soit au sein de la structure dans laquelle je travaille ou externe. Bah, en effet, quand on est, quand on a un projet d'être entrepreneur, vous avez ce qu'on appelle des intrapreneurs. Donc, vous avez des structures dans lesquelles votre employeur peut inciter, favoriser, encourager aussi la création d'entreprises. Donc là, on est plutôt dans une logique interne et il pourra peut-être vous aider aussi financièrement. Bref, tout dépend des structures. Mais le conseil en évolution professionnelle abordera des thématiques que vous avez en effet toujours entendu parler. Ce qui peut être le cas pour vous si demain vous voulez être entrepreneur, c'est la notion de reconversion professionnelle. Être entrepreneur, si aujourd'hui on ne l'est pas, en effet, ça peut être considéré comme une reconversion. Il va falloir identifier comment, quelles compétences je vais avoir besoin. Au-delà du projet lui-même, il va falloir savoir sur quoi je dois m'appuyer, sur quoi je dois travailler pour réussir demain. Et là, on tombe sur une autre thématique proprement dit qui est le développement des compétences. Voilà. Donc, vous l'avez compris, en fin de compte, le conseiller en évolution professionnelle,
il va vous aider à vraiment vous poser. On parle d'élaboration. On parle ensuite de formaliser. Donc là, on est dans l'écriture et là, après, la mise en œuvre d'une stratégie. Et donc, cette stratégie, elle peut toucher différents sujets. Celle qui nous intéresse aujourd'hui à l'instant T est plutôt portée sur la création ou la reprise d'entreprise. Mais avant même, proprement dit, d'être sur cette thématique, c'est pour être crédible et pour réussir, dans ce projet-là, il va falloir peut-être que je travaille en effet un certain nombre de compétences. Et donc là, de façon générale, on va travailler sur la notion d'évolution ou de reconversion professionnelle. Donc vous l'avez compris, le CEP, ça intervient sur différents registres. Mais comment, Marlène? Dis-nous comment? Comment est-ce qu'on fait Donc, pour aller plus c'est loin? un conseil individualisé, adapté. Je pense qu'on a vraiment insisté sur ça, hein, le fait que vous avez tous votre projet personnel, c'est votre bébé et donc on est là pour vous entendre, entendre votre demande à vous, votre besoin et ça va vous permettre, le conseil en évolution professionnelle, d'avoir un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement de professionnel, les financements aussi, ça c'est important, hein, on l'a assez répété, je pense, avec Philippe, hein, le nerf de la guerre, le financement. Donc ça, c'est, on vous envoie en fait vers les bons interlocuteurs pour que vous ne perdiez plus de temps. On vous l'a dit tout de suite, hein, quand il y a trop d'interlocuteurs, trop d'infos, trop, voilà, nous on vous guide pour que vous alliez à l'essentiel par rapport à ce qui, par rapport à votre demande. Et donc on vous aide à identifier les différentes démarches, la suite à donner et tout ça en fonction de votre timing à vous, c'est-à-dire qu'en fonction de votre calendrier, on va aussi être sur un temps plus ou moins long en fonction d'où vous en êtes dans votre projet. Donc c'est vraiment personnalisé pour que vous ayez toutes les infos par rapport à à vos démarches et que vous puissiez, je vous le disais, hein, que ça soit timé, donc ce qu'on appelle nous un petit peu dans notre jargon, mettre en place un plan d'action et que vous soyez accompagné dans la mise en œuvre. Alors il y a quelqu'un qui mettait dans le chat, oui, mais moi on m'a dit que j'avais que 4 rendez-vous. OK. Vous avez que 4 rendez-vous, mais ça n'empêche pas les échanges téléphoniques, les échanges par mail et des ateliers aussi en collectif pour pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vont être dans la même situation que vous et donc avancer. N'oubliez pas, c'est effectivement, c'est gratuit. Ça peut être mobilisé plusieurs fois dans sa vie professionnelle, hein. On peut le mobiliser quand on a 30 ans et puis qu'on a envie de changer de secteur d'activité. Et puis quand on est un petit peu plus, je dirais, mature, plus assuré dans ses fonctions, et bien on peut se dire, moi j'ai envie de créer mon entreprise aujourd'hui et solliciter de nouveau le CEP. Et on peut aussi le solliciter 2 ans avant de partir en retraite parce qu'on veut utiliser son compte personnel de formation pour avoir une retraite active, peut-être créer une micro-entreprise. Il y a une petite question de Mathéo dans le chat qui demande s'il a le droit à des aides même s'il est lycéen. Mathéo, je vous encouragerai à vous rapprocher de votre CIO et aussi de la mission locale, peut-être à proximité de votre domicile, pour avoir des réponses par rapport à votre cas qui est vraiment très particulier. Bon, parce qu'effectivement, on peut être jeune, avoir des idées, vouloir créer sa structure. Bravo Mathéo. On peut être moins jeune et avoir toujours des idées, hein, non Oui, mais ça je suis d'accord. Je l'ai dit 2 ans avant de quand partir en même, retraite, il n'y a pas quand de problème. Je Mathéo, l'ai dit il avant. exagère la Non, Mathéo, non, je quand l'ai même. dit avant. Je l'ai précisé avant, Philippe. Et donc, comment on fait? Parce que c'est bien, moi, on explique là tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on Bah peut oui. faire pour contacter un Alors, CEP? écoutez, c'est très simple. Vous avez devant les yeux la solution miracle avec un site unique, www.mon-cep.org. Donc, en allant sur ce site, on vous a mis une copie d'écran. Vous allez pouvoir indiquer quelle est votre situation aujourd'hui. Êtes-vous demandeur d'emploi? Êtes-vous en activité? Êtes-vous indépendant? Savoir où vous souhaiteriez plutôt, avec qui vous souhaiteriez en effet, quoi, sur quelle commune vous souhaiteriez plutôt être suivi. Est-ce que c'est par rapport à votre lieu de travail, par rapport à votre lieu d'habitation? Bref, vous remplissez les 3 petites cases, vous appuyez sur la petite case bleue et miracle, va ressortir le ou les opérateurs qui seront les mieux adaptés pour vous accompagner, les opérateurs du CEP. Donc vous l'avez compris, c'est facilement accessible et c'est ça qui va vous permettre de prendre rendez-vous. Voilà, donc je reviens sur ce que tu as dit Marlène. L'accompagnement du CEP, c'est bien tout au long de la vie. Quand on va se rencontrer pour la première fois, on va vous demander pour quelle raison vous venez nous voir, comment on peut vous aider. Et donc, on va arrêter une thématique, un ordre du jour. Et c'est cet ordre du jour qu'on va travailler au travers de différents entretiens, qui ces entretiens vont être rythmés sur plusieurs mois, selon vos besoins, et on va accompagner sur cette thématique
environ de 3 heures à 10 heures en moyenne. Voilà. Donc, les histoires de 4 rendez-vous, etc., c'est pas tout à fait exact. Et cette thématique, quand elle est travaillée, est-ce que 6 mois, l'année prochaine ou l'année suivante, vous avez besoin de revenir dessus, de passer une autre étape? Eh ben, on remouline et on redéveloppe un accompagnement. Voilà. Donc, la notion de 4 rendez-vous, et puis entre les rendez-vous, on ne l'a pas forcément évoqué là, c'est bizarre même, c'est téléphonique, c'est en visio, c'est en face à face. Bref, il y a différentes modalités. On vous accompagne. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on vous invite à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution. C'est toi qui dis merci? Oui, merci à tous. Merci à tous pour votre écoute. Et vos questions, hein, c'était de nouveau très dynamique dans le chat. Je vois que vous avez échangé des infos et vous êtes donné des conseils les uns les autres. Donc, bravo et merci. J'avais envie qu'on prenne une ou deux questions. J'ai vu 2 ou 3 petites choses passer. Il y a, voilà. Il y a Radia qui demande, si tu veux bien, Philippe, il nous reste 2-3 minutes. Oui. Radia demande s'il est possible de suivre une formation financée par le CPF et de faire par la suite un PTP. Oui, Radia, vous pouvez mobiliser votre CPF pour faire une formation et ensuite construire un dossier pour mettre en place un projet de transition professionnelle. C'est tout à fait possible. Il faut savoir que, avec votre conseiller en évolution professionnelle, seront abordés tous les différents dispositifs de financement. Et donc, le CPF est l'un des premiers dispositifs qui est à votre main. Bon, il y a des conditions pour après l'utiliser, mais après, il y a d'autres dispositifs. Il y a en effet le fameux dispositif qu'on a évoqué, le PTP, et il y a celui qu'on a zoomé, en particulier lorsqu'on est salarié et qu'on veut entre autres se lancer, qui est le dispositif démissionnaire. Mais on pourra y revenir. J'ai cru voir une autre question concernant le fait d'avoir plusieurs activités en même temps. Je voudrais essayer de le retrouver. Oui, il y a quelqu'un Je qui sais plus. demandait si effectivement on pouvait avoir plusieurs activités et être sur un seul numéro de SIRET, en fait. Si on peut, par exemple, Non. je ne vais pas réussir à le retrouver dans le… Mais alors, tu avais répondu. Donc, c'est vrai que le code d'activité qu'on appelle le code APE ou NAF, la nomenclature d'activité, voilà, bon, c'est codifié. Donc, telle ou telle activité a une nomenclature. Là où peut-être la question mériterait d'être un petit peu plus mais travaillée en profondeur, c'est que lorsque vous allez créer votre structure, on va vous demander, dans vos statuts, de rédiger ce qu'on appelle un objet social. Quel est l'objet social? En quelque sorte, votre structure, elle va faire quel métier? Donc, si vous commencez à aller dans tous les sens, vous aurez quasiment aucune crédibilité. Donc, il va falloir quand même dégager une activité majeure qui répondra en effet à une nomenclature précise. Mais c'est clair que si vous voulez faire une activité de service d'accompagnement à la personne et puis à côté, en même temps, vendeur de glace, ça va coincer. Voilà. Donc, l'objet social, c'est écrire quelle est l'activité majeure dominante de l'entreprise que vous voulez créer. Et cette activité dominante, voire unique, c'est elle qui va impacter aussi la convention collective. Donc, demain, si vous avez des salariés, automatiquement, cette activité que vous aurez choisie vous emmènera vers une convention collective. Donc, vous comprenez qu'entre faire du service social et vendre des glaces, on n'est pas du tout dans le même truc. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur ce sujet. Est-ce que tu vois Merci pour les précisions, Philippe. Je crois qu'on a fait, il nous le reste tour. une minute. Une Oui, minute. Bon, une chose est sûre, c'est que, première chose, plus vous avez des questions et qui vont dans tous les sens, et c'est normal, il va falloir travailler sur différents sujets. Donc, faites en sorte, dans un premier temps, peut-être d'avoir ce contact avec le conseiller en évolution professionnelle, qui vous aidera à vous poser, à identifier d'autres partenaires spécialisés. Et c'est ça qui vous permettra aussi, et là, ce qu'on a fait en quelques minutes, entre guillemets, en une heure, c'est pas suffisant, de revenir sur les fameux dispositifs. Comment ça fonctionne? Je suis en activité, comment je fais avec mon employeur, etc. Donc, prenez le temps, et Marlène vous l'a bien répété, quand on est sur des activités de création ou de porteur de projet, il faut prendre le temps de bien se poser, d'identifier comment fonctionner. Est-ce que je vais le faire seul? Sous quelle forme? Etc. Voilà. Et donc, on sera là, et d'autres partenaires qu'on connaît seront là pour vous aider dans ces missions.
Exactement. Il y a Nathalie, je prends juste une dernière question parce que Nathalie qui demande si on est cadre et au chômage bientôt, on s'adresse à qui? À PEC ou Pôle emploi? Pôle emploi va gérer vos allocations de recherche, de retour à l'emploi, Nathalie. Mais à partir du moment où vous avez été cadre une fois dans votre vie, vous pouvez toujours contacter la PEC. La PEC peut toujours vous accompagner, vous être utile. Il n'y a pas de souci à partir du moment où vous avez une fois le statut de cadre dans votre carrière professionnelle. Je me permets Donc, de oui, vas-y. compléter, mais je sais qu'on est au clair là-dessus, mais il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit, parce qu'en plus, on est enregistré. Donc, vous avez le choix. Voilà. Donc, vous avez le Mm. choix en tant que cadre, bien sûr, d'aller vers un réseau qui est spécialisé, qui est l'Association pour l'emploi des cadres, comme vous avez le choix d'être suivi par Pôle emploi. OK? Voilà. Écoute, Eh je ben, pense qu'on est bien là au niveau du timing et c'est des pas qu'on est bien. questions. C'est parfait. Très bien. Ben, Donc, on dit merci. je, Philippe, il va falloir merci. arrêter là, un moment. Mais je vois des pouces, il y a plein de pouces. Un, 2, 3. Il y en a que seulement 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, merci. Marlène, je te Merci laisse à le petit mot. vous. Je clôture. Ouais. On est content avoir été avec vous. On vous souhaite plein de succès dans vos projets, que ce soit sur la création de la reprise d'entreprise. À fond, on est avec vous. Et ben, au plaisir peut-être de vous retrouver une prochaine fois. On vous dit à bientôt. Voilà. Au revoir Marlène aussi. Merci à tous. Merci Philippe. Bonne soirée à tous et à toutes.